et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Les choses sur le seuil, le podcast qui s'intéresse au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Avec moi cette semaine, pour ce numéro, Fabou. Salut Fabou, tu vas bien? Ça va, salut Terrabor, salut Yellow. Et également, comme vient de le préciser Fabou, nous avons un invité, Yellow, qui était déjà venu nous parler dans un numéro de sa campagne 1890, campagne de longue haleine qu'il mène depuis un certain temps maintenant avec divers joueurs. Je vous renvoie d'ailleurs à ce podcast qui était fort intéressant. Salut Yellow, tu vas bien? Salut Fabou, salut Tarabor. Je reviens et je ne suis pas content. Ah voilà, le retour des grands anciens. Et cette semaine, on a choisi d'essayer de faire un peu une espèce de saut dans le temps. Nous allons remonter le temps pour nous intéresser premières, euh, aux premières éditions, chez Descartes notamment, de l'Appel de Cthulhu. Alors, pour commencer, on peut peut-être rappeler en fait l'origine même du jeu. Au départ, Chaosium avait déjà créé un petit peu la surprise dans le monde des rôlistes en sortant un jeu qui s'appelait RuneQuest, avec son fameux Basic System, qui était un jeu qui était là pour clairement concurrencer le grand ancêtre de l'époque, Donjons et Dragons, qui était déjà à l'époque numéro un des ventes, enfin surtout aussi parce qu'il était un peu tout seul, faut bien le reconnaître, et avec un système donc de pourcentage qui sera décliné après dans tout un tas de jeux sur la gamme. Et en fait, Sandy Peterson, donc l'auteur de l'Appel de Cthulhu, au départ avait juste pensé à faire des règles concernant, pour adapter en fait le monde des rêves à RuneQuest, le monde des rêves de Lovecraft à RuneQuest. Et puis de fil en aiguille, lorsqu'il a commencé à montrer son projet aux gens de Chaosium, finalement, c'est là qu'ils ont décidé de sortir l'Appel de Cthulhu, première version telle qu'on l'a connue. Alors, est-ce que l'un de vous peut en parler un petit peu de cette toute première mouture qui date, je crois, de 81, je crois, aux États-Unis et 84 en France, je crois pas dire de bêtises. N'hésitez pas à me contredire si c'est pas ça. Non, c'est ça, c'est un jeu qui perce tout de suite, qui devient, qui est un lauréat dès 1982 d'ailleurs, aux États-Unis comme étant le meilleur jeu de rôle sorti de l'année, l'Appel de Cthulhu, et avec le système descent dont tu viens de parler, qui est très simple, il va pouvoir trouver un public. C'est particulièrement intéressant pour l'époque parce que on sort de Donjons et Dragons avec des règles qui sont quand même assez compliquées. Il y a d'autres jeux qui sortent à l'époque et on cherche plutôt la simulation et des règles assez complexes. Ah oui, Et légende là, avec le celtique. système, ah, Légende Celtique en France, tout à fait, qui essayait de fignoler les choses, des trucs qui étaient à la limite de l'intelligence humaine. Et on a avec le système descent sur RuneQuest et l'Appel de Cthulhu quelque chose de très facile on peut se l'approprier vraiment facilement, que ce soit côté maître de jeu aux joueurs. Et du coup, comme les règles sont simples, eh ben, ça ouvre aussi mécaniquement un espace qui peut être occupé par le roleplay beaucoup plus facilement, parce qu'on n'a plus trop à se soucier de la mécanique des règles, à être sans arrêt en train de chercher dans des tableaux et dans des Ouais, sous-tableaux pour savoir comment se déroule une action. L'action est simple, on fait une action, il y a juste un dessin à lancer et on a le résultat. Et du coup, c'est le RP qui peut... On a libéré du temps de cerveau disponible ouais. pour pouvoir faire autre chose, et ça va être, je crois, un des grands apports de l'appel de Cthulhu à l'époque. C'est ça, et puis il faut rappeler aussi que le gros avantage du descent, c'est que c'est immédiatement parlant. Vous avez une compétence, vous avez 80% dans la compétence, bon ben vous voyez que vous avez de grandes chances de réussir ce que vous allez pouvoir entreprendre avec cette compétence. C'est beaucoup plus intuitif que un plus 4 ou un plus 6. Alors attends, plus 6, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Donc c'est vrai que ça permettait aux joueurs de se lancer dans le jeu finalement sans trop connaître les règles. Et il faut rappeler aussi que moi je pense que, alors on pourra en débattre tous les trois, mais je pense que l'appel de Cthulhu, vraiment c'est un jeu où au départ il vaut mieux que les joueurs ne connaissent pas du tout l'univers de Lovecraft, voire même les règles de jeu, si ce n'est les règles basiques, quoi, pour vraiment en profiter. C'est un peu un des premiers jeux à secret, on peut dire, d'une certaine sorte.
Oui, et puis qui va là-dessus va introduire une mécanique très simple en même temps, qui est la santé mentale, Voilà, qui ouais. est la vraie nouveauté du jeu à l'époque, et qui du coup apporte un autre angle psychologique complètement différent par rapport aux notions qu'il y avait précédemment dans les premiers jeux de rôle, où il y avait essentiellement des classes d'armure, des compétences de combat, ou éventuellement des compétences de recherche pour fouiller, etc., ou pour faire un ranger, ou des choses de ce type-là. Mais par contre, l'aspect psychologique et le fait que le personnage soit extrêmement vulnérable, avec la santé mentale, et un nombre de points de vie finalement limité et qui n'était pas destiné à croître, devient une autre, enfin rajoute une autre dimension au jeu de rôle, et c'est ça qui va faire son succès dès le début. C'est ça. D'ailleurs, Euh, ça a petite, été. petite question. À l'époque, donc au niveau de la gestion des aspects un peu mentaux, psychologiques, c'était vraiment le novateur. Il y avait pas d'autres jeux qui faisaient ça. Aucun. Aucun, et même ça a été repris après, même dans les premières versions de l'ancêtre de D&D, que tu frites un chevalier ou une créature venue des abysses, il n'y avait même pas la notion du fait que certains monstres pouvaient te produire de la peur. De Et ça a déstabiliser, été ouais. rajouté après, justement, après l'apparition de Cthulhu. C'est intéressant. Ils se sont penchés sur la question chez Wizard of the Coast. Enfin, c'était TSR, je pense, à l'époque. Et en fait, ils ont dit, ouais, c'est quand même bizarre que les mecs, ok, c'est fantastique, mais qui fritent un démon ou qui fritent un orc, alors que des orcs, ils en voient tout le temps, et des démons, a priori, ils en voient beaucoup moins. Finalement, pour eux, c'est de la même. Hmm. Et ils ont rajouté des sauvegardes contre la peur où on peut avoir des états préjudiciables. Et voilà, c'est tout droit hérité effectivement de la grosse nouveauté de, 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 de l'appel. Ok. Ok, non, je demande parce que je connais pas trop les jeux les autres jeux de l'époque, donc d'accord. Et Alors puis premier, peut-être un petit truc aussi qu'on peut préciser dans le contexte où naît le jeu, c'est que dans les années 80, on est vraiment en pleine éclosion des films fantastiques à succès de Spielberg et d'autres, et que du coup il va y avoir un peu l'alliance entre euh, le fond le purement Lovecraftien d'horreur et d'angoisse, et avec les films d'aventure qui sortent à l'époque, genre Indiana Jones, Ouais. et qui vont un peu se marier dans l'appel de Cthulhu. Du coup, il y a un mariage de l'ancien et du contemporain à l'époque, parce que les romans de Lovecraft ou les nouvelles de Lovecraft ont une dimension internationale, mais parce que en Antarctique ou en Australie, mais finalement assez limitée. Ça se passe souvent euh, autour de, autour de la côte est des États-Unis, et il en sort assez peu. Alors que là, avec l'appel de Cthulhu, justement, on va rentrer dans cette dimension planétaire, d'aventure aussi, qui, je pense, a été pas mal soufflée par les Aventures de l'Arche perdue et d'autres Hmm. films de ce The type-là. Thing aussi dans les années 80, ouais, tous ces films là qui sont sortis, Ouais, tous les films Carpenter, tous ces trucs de là Joe là. Dante, de Ouais. John Landis, de Carpenter, de Spielberg, qui ont un peu l'âge d'or de Et puis cette époque du cinéma fantastique. Ouais. c'est ça, et puis le côté aussi contemporain, parce que de mémoire à l'époque, il y avait D&D, RuneQuest, Tunnels and Trolls, l'ultime épreuve en France. Il y avait peut-être un ou deux jeux futuristes. Il me semble que Traveller, c'est vieux aussi, de Empire science-fiction. Galactique. Empire Galactique, voilà, dans les vieux de la vieille. Mais il n'y avait pas de jeu qui se rapprochait un peu du contemporain, Il n'y a pas avec James Bond, une, non? James Bond est arrivé un peu après, je crois, rapidement James Bond. après. Ouais, je dirais de 84-85 à vérifier, mais Ouais. et du coup, il y avait aussi, c'est une problématique technique. C'est un des premiers jeux, je crois, où il y a des armes à feu. Parce que tous les autres, c'était des armes blanches, c'était de la chevalerie, des armes blanches. Donc ça aussi, c'était novateur de ce point de vue-là. On pouvait tirer des coups de feu. Peut-être Bounty Hunters était-il sorti là, le jeu de fameux truc de western, mais je suis même pas sûr qu'il était sorti à cette époque-là. Enfin, il y avait plusieurs choses et effectivement, comme tu le dis, c'est vrai le parallèle aussi avec le cinéma et même la littérature, hein, parce que Lovecraft, il a été traduit, mais assez tardivement, hein, son corpus
littéraire, hein. Je saurais pas te dire exactement quelle année, mais c'était dans le vent, quoi. C'était dans l'air du temps et ça correspondait. Enfin, je sais pas vous, mais moi je sais que avec mes amis rôlistes, quand ce jeu est sorti, il y avait un côté super frais. On a acheté le Moi, truc, on j'avais savait. jamais entendu parler de Lovecraft avant de jouer l'appel de Cthulhu, hein. Pas comme D'accord. vous, Et ça a entraîné au début, et c'est difficile de se le représenter maintenant qu'il y a une pléthore de jeux de rôle, mais il y avait des rivalités du coup entre ceux qui ont adopté l'appel de Cthulhu et qui sont devenus des fans de ce jeu-là, et ceux qui restaient des purs Donjons et Dragons et qui étaient un peu en refus de d'un élargissement du jeu de rôle. Et il y avait moi je l'ai ressenti à l'époque dans les cercles où je jouais à l'époque, il y avait un peu deux écoles qui ont commencé à naître à cette époque-là. Je sais pas si Ouais, ouais, Vaudreuil, ouais, tu ouais, l'as tout les à fait d'accord. progressistes, Après, il y avait et aussi des gens qui tâtaient un peu de tout, parce que les rôlistes sont quand même assez ouverts, je pense. Mais c'est vrai que moi, j'ai connu quelques copains, ça les branchait pas du tout. Ah, un ouais, jeu ouais, qui d'horreur, voulaient l'appel de rester Cthulhu, ouais. on peut devenir fou. Non, non, on préfère continuer. C'était pas le jeu de rôle tel qu'ils l'avaient conçu, ouais. C'est ça, il manquait l'aspect, je pense, féerique, qui était remplacé par l'aspect horrifique. Mais autant ça a ouvert une nouvelle clientèle entre guillemets d'aficionados, autant à certains ça ne leur a pas parlé du tout. Ils préféraient continuer à explorer du donjon, hein, parce qu'on faisait beaucoup de dungeon crawling à l'époque, même en D&D. Les campagnes c'était quand même beaucoup du porte-monstre trésor. Et compagnie, hein. Donc oui, on peut dire, je pense que en fait, Cthulhu a un peu pris à contre-pied les mécanismes de base des autres jeux de rôle avec des règles simples. Et puis peut-être aussi les personnages sont un peu plus fondus. On aura l'occasion d'y revenir, mais ça change pas vraiment, quel que soit le suivi des éditions. C'est vrai qu'à Donjons et Dragons, par exemple, vous vous attachiez à votre personnage, il fallait le faire monter de niveau, etc. Alors qu'à l'Appel de Cthulhu, on est plus centré sur une intrigue, et finalement le personnage va plus nous servir j'allais dire de coque, de combinaison pour explorer l'intrigue. Et puis le personnage devient fou ou il meurt, parce que c'est quand même le gros des destinées des personnages de l'appel. Et on continue l'intrigue avec un nouveau personnage, on continue à explorer la campagne ou l'intrigue, et on change de personnage très facilement. Alors que c'était peut-être ça qui gênait, je pense aussi, les joueurs de D&D, qui étaient très attachés à je veux jouer tel personnage parce qu'il est au niveau 14 et que je veux le monter au niveau 15. À l'appel de Cthulhu, cette notion, elle n'a pas lieu d'être. Voire plus votre personnage progresse, plus il tend vers la folie, donc plus il devient fragile par certains côtés. Donc je pense Ouais, et que c'est aussi un des grands... Enfin d'ailleurs, les premiers scénarios de l'appel de Cthulhu qui sortent sont encore très marqués par l'ambiance Donjons et Dragons, avec des plans, des monstres un peu à tous les coins de tunnels, et la maison on sent que hantée. c'est encore... Ouais, voilà, on sent que c'est encore imprégné de ce côté porte-monstre trésor. Exploration, ouais, ouais. Ils ont intégré une nouvelle dimension du jeu, mais en même temps, on reste quand même, on baigne vachement dans les expériences d'avant de Donjons et Dragons. Et ça, au fil du temps, ça a été beaucoup lissé, y compris la mortalité des personnages. Quand on est dans la V7, elle est très atténuée maintenant, si on les suit à la lettre, Ouais, mais par ça, c'est tous rapport les jeux de rôle à en fait. l'époque. Depuis Oui, c'est vrai. 90, là, il y a une nouvelle vague dans les jeux de rôle, il faut plus mourir. C'est d'ailleurs aussi ce que disent les mecs qui vont vers le courant OSR, c'est qu'ils veulent retrouver de la mortalité, parce que ça fait partie du truc, quoi, que les persos soient fragiles. Et c'est vrai que tous les jeux à partir des années 90, on a un petit peu surfé la vague de faire un peu des personnages très héroïques qui finalement s'en sortent assez facilement, voire peuvent se faire ressusciter selon les systèmes de jeu, etc. Alors que à Cthulhu et dans les bons vieux OSR, quand votre personnage meurt, eh ben il faut refaire un tirage de perso. Ça faisait un peu partie aussi des moments forts. Allez, ce soir on se fait des persos. Et puis la semaine prochaine, peut-être qu'il y en aura 3 parmi les 5 joueurs qui seront obligés de refaire des personnages aussi parce que leur personnage sera mort.
Donc voilà. Alors cette première boîte, est-ce que tu peux nous en parler un peu, Yellow? Moi j'ai le souvenir, on va parler peut-être de la version Descartes. Donc c'était année 83 ou 84 peut-être bien. Oui, elle a été traduite, je crois, l'année d'après. Je crois que c'est la V2 qui a été traduite, ou C'est de ça. On mémoire. a, on a sauté direct une édition. J'ai le souvenir d'une boîte cartonnée. Est-ce que tu te rappelles un peu ce qu'il y avait dedans? Peut-être même tu as encore un exemplaire toi de cette boîte. Alors la boîte n'a pas survécu aux épreuves du temps pour Ah, moi, mais j'ai toujours le livret original ouais. qui était avec les feuilles qui se détachent. Donc il y avait un livre de règles qui était avec une Cthulhu en couverture bleutée et à l'intérieur la traduction de l'édition Chaosium. Il y avait une carte du monde qui était fournie à l'intérieur dans laquelle il y avait pointé à différents endroits les principaux sites de Lovecraftiens comme Garn ou R'lyeh, ou voilà, des endroits qui étaient localisés avec un point d'interrogation sur la carte. C'est Et il y ça. avait un guide des années 20 qui constituait une sorte un peu de boîte à outils Avec un dirigeable, non? C'est pas ça? Il y avait pas un... avec le plan d'un dirigeable en Ah ouais, couverture ouais, c'est sur ça. lequel tout de suite on se disait, on essayait d'imaginer une histoire qui pouvait aller avec ce dirigeable pour dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce plan génial, mais en fait c'était assez compliqué à manipuler. Ouais. Mais, mais à l'intérieur, il y avait une boîte à outils avec plein de renseignements sur les transports de l'époque, quel temps pour aller en transatlantique de New York à Londres, etc. Et on pouvait trouver là-dedans quelques compléments. C'était le premier supplément un peu boîte à outils. Après, il y en a eu plein d'autres, mais celui-là, il était fourni en plus du livre de règles qui était la première version avec des illustrations de Sullivan, je crois, dedans, Ouais, qui étaient ouais. que des petites illustrations en noir et blanc, encore assez naïves, j'ai envie de dire, dans le style horrifique et naïf à la fois, quoi. Donc Ouais. ça, Il y avait beaucoup Yellow, de... c'est un supplément qui était dans la boîte avec le livre de base, c'est ça? Ouais. Ouais, Tout à fait. d'accord. Vert, c'est Et il y ça, si je me avait rappelle également bien. Descartes avait également mis des dés à l'intérieur. Donc moi j'ai toujours d'ailleurs ces dés de l'époque, c'était des dés bleus sans couleur en fait, des bleus pâles sans couleur. Bon voilà, c'est des reliques aujourd'hui. Ouais, tout léger là, les dés qui volent. Et bah, il faut dire aussi que c'était peut-être un peu aussi un peu impressionnant pour le maître de jeu parce que comme on allait jouer dans un univers un peu historique, parce que finalement 1920 Boston c'est historique. Alors pour des petits Frenchies comme nous, je rappelle qu'à l'époque il n'y avait pas Internet, etc. Donc on avait peut-être une vue de Boston qui est pas la même qu'aujourd'hui un gamin de 14-15 ans qui se mettrait à découvrir ne serait-ce que les écrits de Lovecraft et qui voudrait regarder sur internet, il peut trouver des photos, de la documentation. Nous on n'avait pas tout ça et donc c'est vrai que cette petite boîte à outils elle était bien pratique parce que ça permettait de mettre de la vraisemblance dans On ce qu'on avait, décrivait. on avait des bibliothèques à bord, quand Oui, même. mais Moi, je me souviens d'être allé à la bibliothèque pour préparer des scénarios. oui on Ouais, avait mais la ça, mais bibliothèque, tu trouvais pas le temps de transport entre Boston et New York Ah non, des trucs en voiture dans les années 20, pratiques tu comme vois. ça, non, non. Et ça, en pleine partie, t'en avais besoin d'un seul coup parce qu'il y avait une action et t'étais un peu sec. c'est ça. Alors, à la fois, c'était plus facile parce que effectivement, quand tu décrivais quelque chose, ben, c'était pas un univers fantastique puisque ça se passe dans notre univers, même s'il y a une touche d'horreur et de fantastique. Donc, ça parlait plus aux joueurs en termes de description parce que tu allais leur décrire un manoir. Un manoir, déjà, quand tu dis le mot manoir, 1922, tout le monde a plus ou moins une représentation mentale assez nette. C'est pas la même chose si tu dois décrire un bâtiment, un château de glace, tu vois, dans le Gisombre, par exemple. Là, tes joueurs, ils sont un peu perdus. Et en même temps, pour le maître de jeu, il fallait être super raccord pour pas faire soit d'anachronisme, c'est-à-dire utiliser des objets qui n'étaient pas disponibles à l'époque, soit des joueurs qui te posaient des questions. Et comme disait Yellow, sur le coup, t'es un peu sec parce que voilà, parce que tu te dis, oui, alors attends, 1923, le gars il téléphone, est-ce qu'il y a le téléphone? Enfin voilà, des trucs de base comme ça, où au début c'était très nouveau
pour les joueurs, quoi. Moi, il y avait quand même des références, je sais pas, du genre Hercule Poirot, les Brigades du Tigre. Ouais, Bon, exact. t'as des trucs, alors je sais pas exactement les époques là, mais je me souviens qu'à l'époque, il y avait quand même, au moins à la télé, des trucs sur lesquels tu pouvais t'appuyer. Ouais, mais regarde, le joueur, j'ai une voiture? Oui, oui, t'as le niveau de vie pour avoir une voiture. D'accord? Il y a quoi comme modèle de voiture à Boston en 1925? Parce que, Bah, après, alors la ça Ford dépend jusqu'à T, quel là niveau ça, de la Ford détail T, on tu. en Oui. a mis des Ford T, hein, tu vois. Ah C'est ouais. clair. Tout le monde a une Ford de thé, ouais. Ouais, voilà, tu vois, moi je sais qu'en tant que maître de jeu, je m'étais fait piéger, je crois, sur la bagnole, comme ça, parce que j'avais plusieurs joueurs quand on faisait les persos. Oui, oui, pas de problème, t'as le niveau de vie, tu peux avoir une caisse. Ok, bon, bon, alors une fois que t'as donné la Ford T au premier, bah ouais, heureusement qu'il y avait ce petit fascicule, je crois, où t'avais quelques véhicules hein, aussi. De l'époque, je crois me rappeler. C'était nouveau, hein, Non, ouais, pour avoir un minimum de réalisme, c'est vrai qu'il faut quand même du matériel. Il faut quand même quelque chose de. Ouais, sur quoi s'appuyer, quoi. Et On ouais, peut peut-être parler de... Ouais, dès que tu touches excuse-moi, un peu vas-y. à l'historicité, en fait, t'es un peu obligé de pas te planter parce que t'es pas non plus à l'abri du joueur qui en sait plus que toi et qui va te dire mais tu me dis n'importe quoi là. Bien sûr qu'il y avait des piles électriques à cette époque-là, tu vois. Et du coup, bon, tu vois, c'était un peu, on avançait sur des œufs. Ah, pardon Yellow, je t'ai coupé. Non, je disais, on peut peut-être faire un petit tour d'horizon rapide des différents suppléments qui ont été édités à l'époque par Oui, tout à fait. Si tu as Jeux ça des sous le coude, cartes, c'est parce que c'est un truc qui est assez intéressant, parce que certains n'ont pas été réédités, et donc ça a été pendant près de 20 ans l'éditeur unique de l'Appel de Cthulhu. Après, il y a eu Sans Détour un petit peu plus tard, dont l'aventure s'est terminée le mois dernier, et bientôt on aura Edge. Mais ah oui, bon, ça y est, c'est vrai ça, que c'est annoncé ça pour reste Edge. tout à fait. Et là, on a et puis à l'époque, il n'y avait pas non plus d'autres choses autour. Il n'y avait pas de jeu de cartes ou de jeu de plateau autour de l'appel de Cthulhu, donc c'était le seul, la seule version de jeu qui existait, c'était ça. Alors, ces Euh, fameux suppléments, tu en as certains en tête? Ouais, ouais, bah, en fait, ils ont publié de différentes sources des cartes. Ils ont été piochés, bien sûr, dans le catalogue Chaosium, et ça constituait une bonne partie du catalogue. Et notamment, ils ont publié très vite un supplément de scénario qui s'appelait le supplément de Cthulhu, avec dedans des compléments de règles, des extraits de livres maudits, et quelques petits scénarios qui étaient assez sympas, euh, que moi j'ai eu l'occasion de jouer et même de rejouer encore récemment, en les adaptant un peu, et qui restent sympathiques, comme le mystère du Lockfine, ou qu'est-ce qu'il y a encore, les secrets de Castro Negro, je crois que ça s'appelait comme ça. Donc il y a des, euh, des petits scénarios sympas, et après ils ont publié la première campagne qui était sortie pour l'appel de Cthulhu, c'est les ombres de Yog-Sothoth, Ah ouais, qui, difficile à faire jouer celle-ci, hein. Moi j'avais qui essayé. était, quand on la regarde aujourd'hui avec du recul, assez incohérente, super mortelle, truffée de grands anciens, et de monstres, et d'objets magiques. Enfin, euh, on était encore un peu dans une sorte de festival de monstres qui s'est un peu atténué après, quoi. C'est Et ça, et du puis coup, moi. bon, elle a un côté old school. Elle a été rééditée par Sans Détour plus tard. Je me suis demandé un peu pourquoi, honnêtement, mais parce qu'elle a été un peu dépassée. Mais c'est la première, quoi. Donc, C'est ça. Moi, je me rappelle, j'avais très vite arrêté, je crois, au Scénar 2. Je sais pas si tu te rappelles, Yellow. Il y a tu dois mettre en scène, et ça, c'était aussi complètement nouveau pour les maîtres de jeu, les bons vieux habitués du donge. Tu dois mettre en scène un truc avec des cultistes où il y a je sais pas combien de cultistes dans une réunion, dans une loge secrète, là, la loge de je sais pas quoi, ça s'appelait. du crépuscule d'argent. Voilà, la loge du crépuscule d'argent. Et là, là pour moi, ça avait été le blocage, quoi. Je sais pas faire, quoi, tout simplement parce que j'ai jamais fait.
Et ça m'avait beaucoup impressionné, et du coup les joueurs avaient décroché. Donc on n'a pas été très loin, tu vois. Je crois que c'est le deuxième scénario. Mais c'était, ouais, ouais, ou même ouais, c'est un des premiers en tout cas de la campagne. Et, bah, il est intéressant parce que c'est un scénario où les joueurs ils doivent s'infiltrer à l'intérieur d'une société secrète et du coup ils font la connaissance par cet intermédiaire-là de quelques-uns des personnages un peu importants qu'ils vont retrouver après. Sur l'idée, c'était pas mal. Mais après ça part un peu dans le grand n'importe quoi cette campagne. Ouais. Mais c'est la première. Et puis après ils ont sorti plein d'autres trucs de Chaosium, dont les Fungi Diogoth, qui Ah ouais. deviendra l'actuelle campagne après au fil des éditions Le Jour de la Bête. Et c'est un des premiers scénaristes un peu culte de l'Appel de Cthulhu, Kess Herbert, qui va faire aussi Le Rejeton d'Azathoth et d'autres grandes campagnes. Et Des recueils aussi, non? Dunwich, tout ça, c'est à cette époque-là ou c'est un peu plus tard, ça? alors C'est un on peu plus... a on a 4 livrets qui sont édités par Descartes. Terreur Arkham, Meurtre à Dunwich et deux Cadat, autres, non? Kadat et un autre qui sont pas des Chaosium pur jus, mais qui sont édités à l'origine aux États-Unis par Tom Editions, enfin Theatre of the Mind Editions. C'est L'Asile des les Fous. recueils Tom. Et je crois que l'Asile d'Aliénés, c'est un Chaosium, il me semble. Et par contre, il y a ces recueils-là, alors qui sont assez quand on les regarde aujourd'hui, c'est pareil, ça a beaucoup vieilli. Les intrigues, c'est là où ils développent un peu ce qu'ils appellent l'intrigue en pelure d'oignon. Il y a plusieurs pages pour expliquer comment ils conçoivent un scénario. C'est assez curieux comme introduction dans un scénario. Ils écrivent, c'est des pelures d'oignon qu'il faut enlever progressivement. Et, euh, C'est et ça, plus tu passes au travers du voile du mystère, en fait, plus tu découvres qu'il y a encore du mystère derrière. voilà. Et ça, Et ça bon, fonctionnait bien. ces premiers scénarios-là on se soucie pas trop d'une intrigue très cohérente. On passe très vite, on joue beaucoup sur le sensationnel en fait. Il y a des actions de jeu très sensationnelles avec d'énormes monstres, et on passe d'un site à l'autre sans trop se soucier de savoir si tout ça est bien relié. Et du coup, quand on les regarde aujourd'hui par rapport à d'autres campagnes qui ont été construites plus tard, ça semble un peu difficile à manipuler. Donc c'est ce que tu disais un peu avant, c'est qu'on était encore un peu enfin, dans l'esprit, dans un esprit un peu donjon, quoi. Ouais, on était encore imprégné de ça à l'époque. Je crois que les concepteurs étaient encore imprégnés de ça. Il me semble que les premiers. Après, on commence à trouver avec les Fungi Diogoth notamment, puis après avec les masques de Nyarlathotep, et puis qui va sortir un peu après. Et puis aussi avec des petits scénarios comme l'Asile d'Aliénés, et puis avec Terreur d'autres sur qui sortiront Arkham. par la suite. Ouais. Sol face au... Euh, Moi, je me rappelle Sol face au Wendigo. Ça, c'était un jeu dont vous êtes le héros en Ouais, quelque sorte, ouais. ouais. C'était... ouais, c'est... La malédiction des Chevaliers Dectonien. qui Ouais. va sortir. Ça, c'est les premiers suppléments. Et encore aujourd'hui, moi j'ai fait les jeux dans les différentes éditions. Moi, je conseille d'aller encore piocher dans ces livres-là, même s'ils sont pas toujours réédités. Et même si les scénarios sont pas faciles toujours à reprendre tels quels, mais en tout cas, c'est des mines d'idées, quoi. Soit pour les goodies qu'il y a dedans, des plans, des idées qui ont été utilisées, des fois juste en adaptant un peu le scénario et Mm, mm. en le modernisant avec notre façon de faire aujourd'hui, il y a encore de la matière intéressante. Ouais, Moi, c'était riche. j'ai fait rejouer il n'y a pas longtemps La demeure de l'épouvante, dans le recueil Les demeures de l'épouvante. Et honnêtement, c'est un super scénario, quoi. À la lecture, ça a l'air un peu linéaire. Et Ouais. en fait, quand tu le joues, tu te rends compte que, bah, en fait, il n'y a pas un seul méchant, il y en a deux. Que
pas du tout évident que les joueurs vont comprendre exactement ce qui se passe au début. Donc il y a beaucoup. Il peut être joué dans. Tu peux tuer un des grands méchants dès le début et ne jamais rencontrer le deuxième. Il y a tout un tas de possibilités. C'est vachement dynamique, mais c'est robuste. C'est-à-dire que ça peut pas terminer à plat. Tu vois, il va forcément les protagonistes ont des objectifs bien déterminés et le scénario va forcément aller quelque part. Moi, j'étais agréablement surpris par ce scénar, D'accord. qui paye pas de mine à la lecture, mais C'est simple et efficace. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis il y avait aussi le gag récurrent. Donc là, on est sur c'est les deux. Là, on est en train de parler des deux premières éditions en fait. C'est ça, Ouais, hein, c'est les scénarios globalement, qui ouais. sont sortis première édition. Enfin, nous, je crois effectivement que ça a démarré à la deuxième pour la France. Ouais, ouais, et on a du coup des boîtes en carton qui sont sorties après, avec des livrets à l'intérieur. Il y avait les masques de Nyarlathotep qui a été la première à sortir. Après, je crois qu'il y a eu le Azatoth, là, rejeton d'Azathoth qui est ouais. sorti, où il y avait des livrets dedans aussi, et Cthulhu by Gaslight qui est sorti un peu plus tard. Et après, Descartes a commencé à faire ses propres scénarios, et ils ont sorti le supplément des Années Folles, qui était une grosse boîte consacrée à la France et à Paris dans les années 20. Avec Voilà, une super campagne d'ailleurs. Cocorico. Ouais. Non, la campagne, elle était Celui-là, bien. je l'avais acheté les années folles. Et alors, je sais pas ce que j'en ai fait, mais je l'ai retrouvé en fouillant tu sais, dans ma chambre d'enfant chez ma mère. J'ai retrouvé la boîte. Je fais tiens, ah oui, ça y est, ouais, je me souviens que j'avais acheté ça chez Descartes. J'ai commencé à ouvrir, à feuilleter un peu les bouquins, il y a des tas d'aides de jeu, etc. Et je me suis aperçu que dans un des livrets de scénario, j'avais souligné, j'avais mis des annotations et tout, donc j'ai dû le faire jouer, ou j'ai dû me préparer pour le jouer, mais j'en ai absolument aucun souvenir. Euh, je sais pas si vous l'avez joué cette campagne. Ouais, moi je l'ai joué. Hein. J'ai deux C'était bien. souvenirs. J'ai deux souvenirs qui me viennent en tête. C'est à chaque fois on était, je sais pas si c'est notre esprit ou nous-mêmes, on était téléporté dans une espèce sur une étendue neigeuse, je crois, près d'un bois, et on approchait, et hop. Après, on revenait à la scène comme ça, donc ça c'était des moments récurrents. Et puis, à la fin, on devait aller acheter dans une salle des ventes à Paris, je crois, une épée magique. Il y avait une scène enfin une mise en scène là, voilà, dans une salle des ventes pour pouvoir récupérer cet objet magique qui permettait de finir la campagne. Mais nous, on a voulu la jouer. On a fait une nuit. C'était à l'époque où on faisait des nuits complètes, et on a dû démarrer ça sur le coup de 17-18 heures. On a fini au petit matin. Et du coup, le gars qui nous faisait jouer, il a un peu bâclé, il a un peu sauté des trucs parce qu'on a tout fait en quelques heures, quoi, en fait, hein. Et à mon avis, ça peut être un peu plus long à jouer. Je sais pas si toi, Yellow, tu l'as fait jouer ou tu l'as joué. J'en avais fait un à l'époque, et il y a pas longtemps, je me suis réinspiré du contenu d'un des scénarios dans un autre scénario que j'ai fait. Ouais. Il y a une voyante au début aussi. On fait tourner les Tout tables, à il me fait. semble. Il me semble. Mm, mm. Ça me revient aussi, ça. C'est ça, Mira quelque Mira, la chose, mais comtesse Mira, je sais pas quoi. Ouais. mm. Ah, attends, j'ai une petite question alors pour Yellow par rapport justement, tu parlais de repiocher dans les différents suppléments pour d'autres scénarios. Quand t'achètes à l'époque, quand t'achetais un supplément, genre les demeures de l'épouvante, où tu as, je sais pas, 4, 6, 8 scénarios, tous à base de maisons hantées ou de sanatorium ou de. Enfin, je veux dire, tu peux pas imposer ça à tes joueurs, tu peux pas leur faire une série de 5 demeures de l'épouvante à la suite. Comment comment Ah, tu tu peux faisais? reprendre les plans ou des PNJ. Tu achetais le supplément pour faire jouer un scénario, après tu le remettais dans ta bibliothèque pour le ressortir plus tard? Comment tu. Bah, tu te constituais petit à petit une banque de scénarios et tu piochais dedans. Oui. Après, je pense que pas mal de ces scénarios-là, enfin, tu les jouais pas tous de toute manière, hein, comme c'est le cas aujourd'hui dans tous les suppléments qui sortent.
une bonne partie ne sont, enfin, tu Tu les retiens lis, mais tu les joues pas, celui, quoi. ouais, tu les lis, puis tu en retiens éventuellement un ou deux qui vont retenir ton attention, et les autres, finalement, ont pas forcément une grande postérité. Mhm. Ouais. Ouais, moi d'ailleurs, Et je l'avais racheté que pour un seul scénario, quoi. Mais, d'accord. Et à cette époque-là, est sorti aussi, je crois, un espèce de bestiaire, un supplément avec des monstres aussi, non? Oui, Chez après, Descartes. ils ont commencé à sortir après des suppléments thématiques. Ils ont sorti aussi en boîte cartonnée les Contrées du rêve, je crois, Ouais. où il y avait Randolph Carter sur un zèbre sur la couverture. Et, euh, et après, il y a eu les suppléments, les créatures, les monstres, les créatures des Contrées du rêve, et d'autres suppléments de ce type-là. Et après, ils ont sorti des livres qui étaient un peu plus costauds, parce qu'à l'époque, c'était des livres avec une couverture cartonnée très souple. Et après, ils ont commencé un peu au fil du temps à sortir des livres un petit peu plus costauds. Je crois que la campagne Terreur sur Orient Express, elle sort après dans une deuxième vague. On doit être dans les années 90 déjà, et Ouais. avec une Et il y a, couverture un peu carton épaisse, quoi. ouais, c'est Un ça. peu Et comme les livres sans détour plus tard. c'est ça. En fait, nous, en France, il n'y a pas eu de V3, hein. Je crois pas dire de bêtises. La V3, elle a jamais été traduite en France, il me semble. Qu'elle n'existait que en VO. Et que c'était la première où il y avait déjà des illus couleurs, en fait. Dans Ouais, la, je crois qu'on est passé, on en a sauté une, je saurais plus dire si c'est la 3 ou la 4. c'est C'est non, la après 4 elle le... existe. La 4 c'est celle avec le manoir qui reprend un Ah peu d'ailleurs d'accord. l'illu de. C'est Et une la boîte cinquième aussi, en la. tout cas a été éditée avec une couverture de Casa, dessinateur. C'est ça. D'ailleurs, il y a aussi. Mais là, on va peut-être un peu vite si on passe déjà à la 5. Mais je crois que la 5, il y a la 5 et il y a la 5.5. Enfin, la 5 révisée, il me semble, hein, que c'est ça. Ou c'est la 6, où il y a la 6 révisée, ou il y en a deux qui sont très proches en fait. La 5 dont tu parles, j'imagine que c'est celle vraiment avec le gros bouquin bien cartonné et l'espèce de monstre bleu là sur la pochette. C'est ça, c'est la Mhm. couverture dessinée par Casa, ça, avec Cthulhu en bleu, Avec plein d'yeux, ouais. C'est ça. et un espèce de promontoire de pierre qui s'avance vers lui. Alors entre deux, il y a la V4 qui est sortie en boîte, hein, je crois pas dire de bêtises. La V4 en France c'était une boîte et c'était encore des cartes. Et est-ce que tu y as joué toi Yellow à celle-là, la V4? Non, moi j'étais pas. Après, j'ai pas racheté toutes les éditions. Après, je suis resté sur. Comme j'avais acheté la boîte de base après, puis j'étais pas forcément. J'avais pas forcément les moyens d'acheter tous les suppléments, Ouais, donc parce que ça sortait j'ai chez zappé. Descartes, ça sortait rapidement, hein, les suppléments. Ils ont eu une Tu, tu, période assez, ouais, assez faste tu, où ils tu sortaient restais plein 15 de jours trucs. sans aller dans ta boutique, t'arrivais, il y avait deux nouveaux suppléments. Ah ouais, ça plaisantait pas. Par contre, au niveau des règles, ce qu'on peut dire, c'est que sur les règles, il y a eu des petits ajustements selon les éditions, certaines compétences qui ont été regroupées, je crois, certaines compétences qui ont purement disparu. Ils ont touché quelques petites choses aussi sur le combat. Parce que c'était, je pense que c'était un reproche qui leur avait été fait par pas mal de joueurs très ludistes en fait, justement les gens qui étaient habitués à du porte-monstre trésor, D&D, etc. et qui avaient un peu de tactique entre guillemets dans les combats. Et à Cthulhu, le combat, c'était, moi je me rappelle les premières parties, c'était un peu, pas le premier qui parlait qui avait raison, mais c'était un peu ça quand même les combats quoi. C'était très sommaire en termes Ah, de c'est vrai, tactique. ça a été pas mal simplifié. Il y avait des choses qui étaient assez compliquées. Il y avait des pourcentages différents pour lire, écrire une langue et pour la parler. C'est ça. Il y avait c'était dont c'est qu'on savait parler, on pouvait lire et écrire l'allemand, mais on savait pas le parler. Il fallait mettre des pourcentages des deux côtés. Enfin, c'était assez compliqué à gérer et assez incohérent. Il y avait un pourcentage de parade pour les armes qui était différent du pourcentage d'attaque. Donc Ouais. il fallait, c'est pareil, c'était assez compliqué à manipuler. Et il y avait dans les compétences de communication des choses qu'on ne savait pas trop toujours utiliser, comme l'éloquence ou la discussion. Le baratin est resté.
Mais par contre, discussion et éloquence ont été plus tard fondues en une seule Ouais, compétence ouais. Je crois qui que s'appelle l'éloquence, persuasion. c'était plus quand vraiment tu prenais la tribune, quand tu parlais devant une assemblée ou un truc comme ça, non? C'était pas un truc comme ça, l'éloquence? Il me semble Oui, il y bah avait ce ouais, genre de précision, fallait essayer de démontrer quelque chose, mais pas à pas à une seule personne, comme tu peux faire un baratin, un machin. Et là, tu t'adressais en fait à une audience. Et je crois que c'était un truc comme ça. Effectivement, ça portait un peu à confusion. Que les joueurs il y avait comprenaient pas une, qu'il fallait faire un jet d'éloquence et pas un jet de baratin. Et ils ont simplifié tout ça par la suite. ouais, il y avait des compétences un peu détaillées sur certains trucs, on savait pas pourquoi. Soigner maladie, soigner empoisonnement. Il y avait et puis là on était dans des trucs où on savait pas trop quelle compétence choisir. Pourquoi soigner empoisonnement était une compétence à part, ça on peut se demander. Mais ça venait de Donjons et Dragons, je crois, ça. C'est-à-dire que le poison était un truc important dans le jeu de rôle plus médiéval, et du coup, voilà, c'était resté un peu dans ces versions-là. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est vrai qu'on imagine tous les cultistes avec leurs petites sarbacanes empoisonnées, notamment à cause du film là qui était sorti, une version, je crois, de Sherlock Holmes. Où tout le début, il y a une intrigue avec des cultistes qui vénèrent un dieu plus ou moins égyptien. D'ailleurs, il est très Cthulhu ce Sherlock Holmes là, et ça s'appelle La Jeunesse de Sherlock Holmes, je crois. Et en fait, tout au début, les cultistes sont avec des petites sarbacanes et ils ont quelques cibles privilégiées parmi les dignitaires de la ville. Et en fait, ils leur envoient des aiguillons empoisonnés et les mecs ont des hallucinations. Et, euh, et voilà, donc ça donnait des scènes de films mémorables. Et je pense que ça correspond à peu près effectivement à cette période-là, là, avec Ouais, cette c'est histoire de ça. poison. C'est Young Sherlock Holmes. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Donc V4, alors V4, je te posais la question, Yellow, parce que en parcourant un peu les forums, elle revient très souvent parmi les fans comme étant, alors je ne sais pas pourquoi, la meilleure édition, toute édition confondue. Je sais pas si vous êtes tombé là-dessus. Moi, je suis tombé sur beaucoup de forums où les gars disent ah bah Non, non, de toute façon, la mieux c'est la V4. je sais pas, moi je cultive pas de nostalgie des anciennes éditions spécialement. Je trouve que moi j'aime bien la V7 La et je V7 est pense que bien, ouais. et si une V8 sort, je la regarderai avec attention et je l'adopterai Ouais, ah bah de si toute elle est pas façon. défrisante. Donc Ouais. De toute façon, c'est ce qui est annoncé, hein, parce que Edge, je crois que comme ils veulent se lancer enfin, ils reprennent le créneau, ça paraît impossible pour eux de reprendre le créneau sans qu'il y ait de bouquin de base, d'autant plus que vu comment l'épisode Sans détour s'est terminé avec Chaosium, Sans détour n'a plus le droit, je crois, de vendre leur bouquin de base puisqu'ils payaient pas les droits d'auteur, machin. Donc en fait, Edge, ils vont pas reprendre un jeu dont il n'y a pas de livre de base. non, mais ils vont en faire un, ils l'ont annoncé. Ouais, c'est ça. Donc il y a une V8, hein. Enfin, moi je pense que ils Je vont crois pas, non, c'est la V8 est pas sortie, donc ce sera un livre V7. ils vont refaire la V7 de Sans détour. Ouais. Enfin, ils vont faire la leur en fait. Oui, donc ce sera une V8. Après, ils peuvent l'appeler V7 Non, s'ils veulent. ça sera la traduction de la V7 américaine en fait, D'accord. qu'ils vont Ouais. refaire avec leur propre maquette et leur propre D'accord. Alors graphisme. moi j'avais acheté la V7 française. Tiens, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'avais acheté la V7 française qui m'avait vraiment comblé. J'avais pris le pledge machin, donc c'est sûr que quand tu reçois le carton à la maison, t'as les yeux qui brillent, etc., les bras qui tremblent quand tu déballes. Et puis j'avais déjà été un peu dérouté par le choix de la maquette par rapport aux ouvrages de la V6 qui étaient très basique, mais un joli basique. Moi j'aimais bien tous les ouvrages de la V6. Et je suis retombé après sur la version américaine de la V7. Donc il y a une espèce de ping-pong, hein, parce qu'en fait la V7 américaine s'est beaucoup inspirée, je crois, de la V7 sans détour. Sauf qu'ils ont fait une maquette à l'américaine sur deux colonnes et non pas sur trois.
et que pour les gens d'un certain âge comme moi, eh ben ça fait bien plaisir parce que c'est vraiment beaucoup plus lisible en fait. Et du coup, j'ai refourgué ma V7 française et je me suis racheté les 3 books de la V7 Ah, puis Chaosium en les fait. illustrations sont pas les mêmes aussi, hein. Et les illustrations, Non, c'est exactement, pas des Non, bah, photos en noir et blanc, hein. c'est ça a ça. été un choix de Sans Détour d'utiliser beaucoup les photos en noir et blanc et de Ouais. renoncer à toutes les illustrations, les dessins qui figurent dans les éditions de Chaosium et Ouais, et on... qui, je trouve, donnaient vraiment, Ouais, à l'époque, dans les suppléments de Descartes et dans les suppléments de Chaosium, un vrai cachet et je trouve dégageait beaucoup plus d'ambiance à la lecture ouais. ou c'est en clair. regardant les couvertures que les espèces de couvertures très stylisées avec des clous et des vis qui nous ont que Ouais. Sans Détour a adopté à la fin, qui devenaient très conceptuels et du coup permettaient pas de se projeter dans un univers C'est ça, c'est ça. de la C'était même vraiment manière. Et puis les photos à l'intérieur, pareil, étaient du coup, je trouve, aplatissaient un peu le côté fantastique. fantastique, mystérieux qu'on recherche dans cet C'est univers-là. ça. Mm. Alors que au contraire, les illustrations, parce qu'elles peuvent partir un peu dans tous les sens, y compris dans l'obscur et dans les créatures fantastiques, peuvent justement déjà on met le pied à l'étrier tout de suite dès qu'on lit le supplément. Et ça, c'était présent dans les bouquins de Descartes. Moi, je sais qu'à l'époque, j'ai été très aspiré aussi ça par toute l'iconographie de ces C'est documents-là. ça. Ne Et serait-ce que les c'était encadrements de chapitres. Je sais pas si tu te rappelles avec les yeux là. tout à fait. Ça te mettait dans une ambiance. Et je pense qu'on jouait pas pareil, hein. Moi, c'est le gros reproche que je ferais à Sans Détour, parce que moi je trouve que ça a été quand même des bons éditeurs, notamment ce qu'ils ont fait sur la V6. Ah, Mais ils ont bien relancé le jeu, c'est clair. ils ont énormément relancé le jeu, mais on est sorti du truc. C'est-à-dire que c'est depuis la V6 de Sans Détour qu'on trouve beaucoup de joueurs qui veulent jouer du pulp et pas de l'horreur. En fait, moi j'ai été confronté beaucoup à ça en tant que maître de jeu, d'être avec des joueurs qui veulent jouer de la poursuite en voiture, du combat de boxe, qui veulent quelque chose de très calqué finalement sur notre réalité. Donc les photos en noir et blanc, c'est vrai que ça a amené vachement ce côté ce cachet-là, mais par contre tout l'aspect un peu what the fuck de Lovecraft, il passe vachement à la trappe, je trouve, rétrospectivement. Et quand tu reprends, bah justement, moi quand j'ai repris la V7 anglaise, là ils ont remis des illus, effectivement c'est du dessin, donc il y a plus ce côté, il y a une photo d'Al Capone, je crois, dans la V6 ou Un dans la côté V7. documentaire avec les Ouais, photos. voilà, il y a plus ce côté documentaire. Par contre, il y a un côté qui stimule, je trouve, beaucoup plus l'imaginaire pour l'amener sur les véritables terres de Lovecraft qu'on avait un peu perdu avec la V6 en fait. Mm. Mais Ouais, Chaosium a continué à mettre des illustrations, hein. Ça a été un choix français de mettre des photos à la place. c'est ça. C'est ça. Et ce choix-là, bon après, ce choix rétrospectivement, voilà, quand on connaît un peu le monde de l'édition, on peut aussi dire qu'il a été beaucoup fait parce que c'est des images libres de droit. Et que du coup ça permettait à très peu de frais d'avoir des bouquins avec beaucoup d'illus en payant zéro parce que il y a beaucoup de photos qui ont été récupérées, qui sont des photos libres récupérées sur internet. Alors que chez Chaosium, bah, à chaque fois qu'il y a un petit dessin, même si c'est dans l'angle en haut à gauche de la page, eh ben il faut payer le dessinateur. Et on sait que c'est une part conséquente d'un budget sur toute une gamme. Ça commence à faire quand même beaucoup de sous, quoi. Donc ils avaient eu ce coup de génie de trouver un truc qui à la fois pouvait coller, donner le cachet historique et qui en même temps leur coûtait pas grand chose. Si ce n'est le temps de recherche pour récupérer les Je sais illus. pas si c'est un coup de génie, mais oui, d'un point de vue financier, peut-être oui, c'est un coup de génie, mais Ouais. niveau ambiance, on y a perdu. Moi, je me souviens que, comme je vous expliquais, j'avais commencé Cthulhu en étant très jeune. Ensuite, j'ai pas fait de jeu de rôle pendant 15 ans et puis je m'y suis remis. Et j'avais commencé avec la V5, donc avec les espèces de dessins là, encre chine. Enfin, c'était Mm. même pas, il n'y avait pas de gris, hein, c'était du noir et du blanc. Mais j'ai eu du mal à me racheter un livre de base parce que j'avais été imprégné, étant jeune, de ce côté un peu livre. C'était quasiment un livre maudit, tu vois, un peu avec
les enluminures étranges, etc. Et je crois qu'à l'époque, quand je m'y suis remis, c'était la V6. Bah, j'avais pas envie de l'acheter le bouquin parce que j'avais en mémoire, j'avais des souvenirs, des sensations de la V5. Et ouais, ça m'a pris du temps. Alors, j'ai failli acheter la V7 française. Et par contre, quand j'ai vu la V7, enfin, quand j'ai vu la version Chaosium, enfin, américaine, j'ai dit, ouais, ça passe. Ah, tu l'as pris aussi en Amérique, hein, toi, la V7? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je suis allé en boutique et quand j'ai vu la française, j'ai fait, ah, non, c'est pas ça que j'avais quand j'étais petit. Ouais, ouais. Ouais, et même les couvertures, hein, le pire étant peut-être la V5, là, chez Descartes. Alors, pas celle que tu disais avec l'ILU de Casa, mais celle d'avant ou d'après. Donc, c'est la 5 ou la 5.5, où tu as des espèces de monolithes, là, sur fond, aussi sur fond bleu. Mais elle est pas belle, celle-là. Enfin, enfin, c'est même pas au-delà de l'aspect esthétique. T'as ça dans les mains, t'as pas le sentiment que tu vas jouer à l'appel de Cthulhu, quoi. Peut-être dire un mot aussi de quelques séries de scénarios qui ont été vraiment des grosses réussites de l'époque, parce qu'ils avaient sorti 4 suppléments dédiés à l'univers de Lovecraft, qui étaient vraiment sur les lieux d'origine des romans. Ouais, Il y avait eu les Mystères d'Arkham, ouais. Retour à Dunwich, Kingsport, Cité des Naufrage, Brumes, ouais, ouais. et L'évasion d'Innsmouth, qui sont 4 suppléments qui sont sortis à l'origine chez Descartes, avec toujours ces illustrations noir et blanc à l'époque, et qui avaient travaillé en profondeur le, toutes ces villes et ces villages et la campagne qu'il y a autour d'Arkham et dans les environs Tout le et dans les background, villes ouais. à Ouais. proximité, et qui permettaient à la fois d'avoir des scénarios qui étaient vachement bien d'ailleurs. Moi, je me rappelle avoir fait des scénarios très sympas dans les Mystères d'Arkham, qui étaient qui étaient dedans. Moi, on pourra en parler un peu plus longuement après si vous voulez. Et puis en même temps, on avait aussi ce côté bac à sable, c'est-à-dire qu'on avait l'univers complet qui était construit, avec des familles qui étaient dans un coin, avec une sombre histoire, etc. On n'avait plus qu'à la limite qu'à balancer les joueurs dans la campagne de Dunwich, et il pouvait se passer n'importe quoi. C'est à partir de enfin, c'était vraiment du coup quatre campagnes, 4 livrets de campagne qui devenaient complémentaires et très intéressants Hmm. C'est vrai. pour creuser le jeu. Et je crois qu'ils ont été repris en partie, mais un peu explosés après dans les éditions Oui, et puis après, ils de ont un Sans peu. Détour. C'est Ce qui ça. fait que ça, on a perdu le côté un peu package qu'il y avait avec les 4 livres d'origine. Ils se sont Et du égarés, coup, hein, ça a été parce un peu que. dilué. Ça a été un peu dilué ce côté-là. Ils se... Alors que si on avait les 4 bout à bout, on pouvait faire un truc d'ambiance concentrée sur le pays de Lovecraft qui pouvait être très très fort. C'est ça. Des Moi, c'est ça éléments rejoint. d'ambiance qui se recoupaient entre les quatre. C'est ça. Ça rejoint Ouais, ce ouais, que. complètement. Ça rejoint ce que je vous disais. Moi, j'ai le sentiment, même si j'ai beaucoup joué à la 6, que en fait cette 6, elle est très bien, mais elle fait pas le taf par rapport aux autres sur l'aspect Lovecraft. Parce que rappelez-vous, le premier supplément, c'est New York. Déjà, New York, bon, moi j'ai lu un peu de Lovecraft, même pas mal. Je vois pas le rapport. Deuxième supplément, Marrakech. Bon, là encore. Donc en fait, ils ont voulu élargir. Et petit à petit, on est passé à du. On sent bien qu'il y a eu les années James Bond, les années, comme tu disais, les aventuriers de l'Arche perdue. Et petit à petit, l'univers de Lovecraft, il est un peu passé à Ouais, la trappe. c'est le guide du routard de... Mais Ouais, c'est ça, est-ce c'est qu'ils ça. n'avaient pas fait le tour, justement, dans la version précédente? Mais Avec tous alors, les suppléments qui sont sortis, est-ce qu'ils n'avaient pas fait le tour? Parce que non, dans mais l'œuvre de Lovecraft, il y a pas 150 000 oui, PNJ non mais plus. ça doit suffire pour écrire des campagnes et des scénarios. C'est comme si Hmm. les gars qui ont fait le Conan là chez Modifius, ils ont bien insisté là, à la dernière mouture pour dire qu'eux ils restaient fidèles aux écrits et que aux écrits de Howard. Ils ont même pas fait rentrer des suppléments sur des contrées décrites par tous les mecs qui ont suivi après Howard et qui ont pastiché et qui ont repris le héros de Conan. Et du coup, c'est vrai que là, vraiment, tu es sur le truc de l'auteur.
Moi, la Je diff... sais pas, je ne connais Enfin, pas moi, trop Conan, mais est-ce que l'œuvre de Lovecraft est assez riche pour produire comme ça des Bah compléments largement, de jeu moi, je largement. pense Tu... Je pose moi la j'ai pas trop question, de je sais problème pas. avec moi j'ai pas trop de problème avec ça. Je pense que un des gros potentiels de ce jeu, c'est que c'est une matrice pour pouvoir faire un peu à explorer différents registres et qu'on peut parfaitement rester dans l'ambiance très Lovecraftienne, dans le pays d'origine de Lovecraft, autour de Boston, Providence, Mhm. Arkham, et on peut aussi partir dans d'autres directions pour être même juste sur du policier si on n'a pas envie de traiter le fantastique, ou partir dans des trucs de fantastique plus classiques. Et d'ailleurs, il y a eu aussi d'autres suppléments où ils se sont fait un peu plaisir, qui avaient, je crois, été édités par Chaosium à l'origine, où ils reprenaient des trames de vieux films pour, c'est les scénarios Frères de sang, Blood Brothers, qui ont été traduits et dans lesquels on reprenait des vieux films de vampires, vieux films de zombies, qui étaient retraduits en scénario pour pouvoir être joués avec les règles de l'appel de Cthulhu. Donc on peut partir dans les directions qu'on veut. Après, je pense qu'on a une certaine, même du pulp et tout. Moi, ça me choque pas qu'on puisse partir sur du truc plus d'action, etc. Ouais. Ouais, Ça dépend ce qu'on on cherche. peut. Après, on peut. Moi, je vois quand même, même si j'en ai fait hein, des parties de cette enquête, pure enquête, avec juste peut-être un petit monstre à la fin, et puis peut-être un monstre plus pris dans notre registre culturel. Tu vois, tu mets un fantôme tout le monde connaît, même en France, c'est pas spécialement Lovecraft, quoi, tu vois. Mhm. Mais je pense qu'il y a quand même là pour moi, il y a une trahison du jeu. Enfin, c'est plus le même jeu. Tu vois, tu dis policier, c'est comme si tu prends Cops et que tu dis je vais faire autre chose que du policier avec Cops. Enfin bon, moi je pense que ça a à la fois servi le jeu parce que ça a amené d'autres thématiques, mais je pense que ça l'a aussi desservi parce que petit à petit, je pense si on faisait un sondage là des gens qui jouent aujourd'hui à Lovecraft, il y en a très peu qui jouent avec vraiment les règles horrifiques. C'est-à-dire que sur une troupe de 5 personnages, tu vas en avoir un qui va avoir une arme à feu, et les autres, la bibliothécaire, non, la bibliothécaire, elle a pas de fusil à pompe ou de bâton de dynamite dans le soutien-gorge, tu vois. Et petit à petit, dans la pratique, moi, je l'ai vu avec mes joueurs, on a glissé sur autre chose, qui est pas désagréable, hein, mais qui pour moi n'est plus du Lovecraft, n'est plus du jeu d'horreur. Dans ces cas-là, vaut mieux faire un Maléfice, tu vois, parce que Maléfice, tu sors pas du Ouais, truc. mais en même temps, tu as une palette et après tu utilises ce que tu veux comme registre quand tu es maître de jeu en convention avec tes joueurs. C'est-à-dire que si tu annonces la couleur sur un certain type d'ambiance et d'atmosphère et que les joueurs sont en accord avec ça, tu peux très bien annoncer que tu vas faire du Lovecraft et de l'horreur, enquête, et que Tu peux, mais de toute façon, à ça mon reste avis, possible, comme tu ouais. peux annoncer que tu pars sur d'autres registres. Après, il y a eu du contemporain, il y a eu d'autres trucs qui sont sortis, Ah et oui, le Cthulhu ça, contemporain, ouais, j'avais oublié ça. ça fonctionne aussi. Ce qui est marrant, c'est que la première version de Cthulhu s'appelle Cthulhu 90, C'est alors ça. que maintenant, ça serait vintage de dire Cthulhu Ouais, 90. ça nous semblerait vieillot. Je regrette de ne pas l'avoir acheté, celui-là, parce Moi, qu'il je l'ai eu il celui-là. Je l'ai eu, j'ai serait Avec fait, encadré l'hélicoptère aujourd'hui. là. j'ai fait Ouais, deux voilà, parties, c'est hein. un hélicoptère dont les pales sont pris dans des tentacules, je crois. C'est ça. Moi, j'ai fait deux parties hein, de celui-là. Par contre, celui-là, il a quand même ouvert la voie à Delta Green, tu vois, qui est franchement un jeu assez génial. Même si, Ouais, mais ça partait trop. C'est au cours de ces deux parties de Cthulhu 90 que j'ai commencé à avoir des joueurs qui, au lieu de respecter même, tu vois, le côté tension, l'horreur qui monte, et puis boum, on pète les plombs et finalement on a le propos de Lovecraft de dire que on n'est que des petites des trucs minuscules face à l'horreur Lovecraftienne. C'est là que j'ai commencé à avoir des joueurs qui se baladaient dans les rues de la ville avec des bâtons de dynamite, tu vois, parce que le jeu t'invitait quand même à ce genre ouais. de gros bilisme. On en a fait deux nous avec les potes, et puis après on a dit bon c'est bien ça, on le range, et puis quand on a envie de se faire un truc Lovecraft, on revient avec Ouais, en notre, même temps, quand tu vois des films comme Alien, t'es typiquement dans une prolongement de Lovecraft adapté à la science-fiction.
et Ouais, mais avec c'est un huis d'autres clos. dans un autre cadre, et c'est pas, moi je trouve que ça fonctionne bien aussi. Oui, mais c'est un huis clos. Tu vois, donc Toulouse 90, nous les scénars qu'on avait fait, alors j'ai plus trop de souvenirs, mais il y en a un, on était, je crois, dans les rues de New York. Tu vois, ce qui est pas désagréable en soi, et il y a plein de choses à faire jouer dans les rues de New York, mais tout amenait quand même les persos à dire bon bah ok, on prend la bagnole de bidule, et le coffre, crois-moi qu'il était rempli. Et ça défouraillait à tous les coins de rue dès au bout de 2 heures de scénar, tu vois. L'aspect enquête, tension, huis clos, horreur, il passait un peu à la trappe. Alors peut-être qu'on n'a pas réussi, on était jeunes, hein, peut-être qu'on n'a pas réussi, peut-être qu'on n'avait pas suffisamment de bouteilles, tu vois, pour bien le maîtriser Ouais, aussi, oui, hein. et puis peut-être qu'on était, enfin, c'était peut-être une question d'habitude, le fait de pas être habitué encore à se servir de cet univers-là. Mais je pense que aujourd'hui, dans le contemporain, il y a aussi pas mal de potentiel avec justement, avec l'informatique, les hackers, etc. Il y a aussi matière à pouvoir faire des scénarios qui ont une Ouais. autre dimension et qui n'existaient pas, même Bah à après l'époque t'avais, de la création du jeu. ouais, après t'as eu Chill, hein. Chill, ça arrivait assez vite, je crois, hein, la première version C'est de vrai. Chill. Et Chill, bah oui, moi je crois d'ailleurs qu'on avait arrêté Cthulhu 90, tu vois, après les deux tentatives, en se disant, si on veut jouer ce genre de truc, autant faire Chill, le jeu est plus adapté, Oui, et enfin, Delta Green, t'as raison, hein. Mais qui et n'était pas une Delta... création de Chaosium d'ailleurs, qui Non, était ouais, une non, non, création Pagan Publishing, c'est ça. mais qui a été Enfin, traduit par Descartes aussi. c'est ça, c'est ça. Delta Green, c'était fort, hein, quand même, quand c'est Et ça le apparu. reste. Et ça le reste, oui, oui. D'ailleurs, il y a je sais pas si tu as Une testé nouvelle, le... une Oh, nouvelle édition qui sort. ouais, tu as testé ça? Non, non, pas du tout. D'accord, moi non plus. Alors, j'ai une question pour le grand ancien. Non, de ce dont on parlait un petit peu avant le podcast, Yellow, quand tu disais que les scénarios n'étaient pas les mêmes. Alors, on a déjà un peu parlé de l'aspect donjon qui était toujours en forte influence sur les scénarios, etc. Mais des scénarios un peu décousus, peut-être avec des monstres pas très cohérents entre eux, mais juste histoire de caser un monstre du bouquin de règles, un de chaque, tu vois, un petit peu. Mais est-ce que toi, en ayant joué des scénarios de cette époque, et puis en comparant avec des scénarios un peu plus modernes, quel est le... Comment tu compares un peu les deux? Est-ce que tu as des préférences, des regrets? Comment toi tu conçois tes scénarios? Je sais pas, ça m'intéresse un petit peu parce que moi je vois qu'il y a une différence, mais j'ai du mal à mettre le doigt exactement sur ce qui les différencie. Bah, je crois qu'on a plus travaillé maintenant les scénarios reposent plus sur des personnages qu'à l'époque. Où Ouais. les premiers scénarios, les personnages étaient assez secondaires, et progressivement il y a eu l'introduction de personnages avec un peu plus de psychologie. Ouais. Quand on regarde des scénarios qui sont arrivés après dans un deuxième temps, euh, il y a des personnages qui ont des motivations, et même des fois le scénario était vaguement dessiné, et les motivations du personnage et ce qu'il allait faire, ce qu'il allait provoquer comme événement au fil du scénario était constituait la trame en fait, plus D'accord. que Hmm. le fait d'avoir un cultiste lambda qui juste avait une armée de fanatiques autour de lui, et que on s'en rendait pas compte, mais en fait il était complètement fou. Et, euh, et les premiers sont un peu sur un schéma un peu binaire comme ça, quoi. On a des méchants cultistes qui ont derrière des armées de personnes dans des souterrains, mais qu'on n'avait jamais vus. Ouais. Et je pense le jeu a un peu gagné en subtilité après, Donc c'est de plus ce point au de niveau vue-là. des chiffres et des caracs que le succès va arriver ou pas, alors que dans les scénarios plus récents, c'est plus dans l'anticipation, la compréhension des Ouais, motivations. on a des personnages qui sont plus fondus dans l'environnement ordinaire, et qui du coup, leur présence au milieu de l'environnement ordinaire, elle s'explique davantage. Ouais, Que... c'est plus cohérent, quoi. Ouais. Enfin, Après, il y a aussi des trucs qui étaient présents, et il y a notamment aussi
vous allez voir sur le site yoxotot.com, ça discute encore de ça aujourd'hui, sur le racisme dans les masques de Nyarlathotep et dans les campagnes de Cthulhu de l'époque, par exemple. C'est vrai que les histoires de Lovecraft ont aussi, lui-même, il avait une vision très, très raciale des choses, qui est propre à son époque aussi. Et du coup, des fois, ça a été un peu retranscrit de façon un peu binaire dans les scénarios de l'époque, avec euh, les, les cultes qui sont tous d'origine étrangère, viennent d'autres continents, sont tous Ouais. des étrangers qui sont arrivés aux États-Unis de façon récente Des races et dégénérées. voilà, et donc on est beaucoup dans cette quand même qui renvoie quoi, Ouais, mais à c'était. bon, c'est à la fois daté sur l'époque, donc on peut Ouais. l'entendre comme ça, mais bon, dans des Je pense que versions c'est qui fidèle. C'était fidèle à Lovecraft, hein. ouais, alors sachant que bon, c'est pas neutre non plus de colporter non plus ce genre Oui, oui, de oui, présupposés. mais Faut tu qu'on vois, fasse, qu'on ça, est, qu'on joue, faut qu'on y fasse attention aussi, faut qu'on soit Ouais, alors conscient de ça. je sais pas ça. Moi, j'ai pas envie que dans 50 ans, on puisse lire Mein Kampf en se disant c'est une bleuée cet ouvrage. Tu vois, le risque, il est là pour moi. Je trouve dommage de lisser, parce que c'est clairement ce qui a été fait avec Lovecraft. C'est-à-dire qu'à mesure qu'il a un petit peu eu du succès, on a mis en avant cet aspect de sa personnalité. Non pas que je veuille le défendre ou que je sois d'accord avec les thèses un peu raciste qu'il avait, mais ça me gêne toujours comme ça de lisser, de prendre une personne comme ça et de montrer de son propos que ce que l'époque actuelle veut bien en laisser voir. Tu vois, je Ah non, pense mais il que... s'agit pas de nier ce qui a existé, mais après, on a le droit d'avoir un... Aujourd'hui, on a le droit d'avoir un recul critique par rapport à tout ça, c'est tout. Et donc, dans la Oui, façon dont on joue, oui, mais faut c'est pas ce aussi qu'on fait qu'on... parce qu'on a Dans un les recul masques de critique. Nyarlathotep, c'était un peu, notamment dans les... Je sais pas si dans les nouvelles éditions, j'ai pas regardé en détail, mais dans les premières, notamment, c'était un peu prégnant et c'était, je trouvais ça assez dérangeant. Moi, ce truc-là, où en gros, tous les cultes étaient des noirs et c'était quand même un peu limite quoi, même plus que limite. Et bon, je pense que ça se corrige quand même pour apporter un peu de subtilité et sans forcément trahir ce qui était l'idée de départ de Lovecraft. Bah, je vois pas trop parce que dans les masques de Nyarlathotep, la plupart des cultes que les joueurs vont affronter, ça se situe dans des pays, enfin ça se situe en dehors des États-Unis et de l'Europe. Donc c'est un peu normal que les cultistes soient pas que des Noirs, mais des Chinois, enfin, des non-caucasiens, on va dire. C'est tout à fait. Ah oui, tu veux dire à New York? En particulier à New York, ouais. Il y a que à New Et à York. Londres même. Et à Londres Ah bon? aussi. Ouais. Ouais. Moi, je Bah trouve tous que, enfin, les, moi, enfin, La je vois ce que tu fondation veux dire. Peabody, c'est des blacks? Alors moi j'ai non, joué il y a pas longtemps. Semble pas, hein. c'est des Égyptiens, mais c'est pareil. Enfin, Ouais. Ouais, ouais, Moi, moi, ouais. moi, personnellement, bon, enfin, je veux dire, mais avec mes joueurs, quand on a des situations comme ça, on le prend au second degré, on s'en amuse. Mais je pense pas, je vois pas de dérive ou de risque. Du moment qu'on sait qu'on connaît l'esprit de l'époque, c'est vrai que à l'époque, les Européens avaient pas une ah vision, bah ils oui, une étaient vision, colonialistes, racistes, C'est tout ce qu'on clair. veut. Mais c'est vrai que ça on peut le jouer dans le contexte de l'époque. Mais c'est aussi, c'est ça comme un historien se pencherait sur l'époque. À la limite, ça on peut l'entendre. Mais je trouve qu'il y avait, enfin ça avait pas été tellement. Je trouve que c'était un peu brut de décoffrage je veux dire pour ceux dans qui ont ces écrit les scénarios-là. campagnes. Ouais, ouais, qu'il n'y a pas eu, enfin, ils n'ont pas mis les guillemets et ni le contexte et que c'était quand même un peu cash, quoi. Et que je pense qu'aujourd'hui, on a plus ce genre je pense qu'aujourd'hui, on a plus de contexte historique à travers tout ça. Rien n'empêche de faire un scénario à l'opposé sur le Ku Klux Klan si on se représente bien ce que c'est que le Ku Klux Klan. Mais c'est,
trouve qu'aujourd'hui c'est mieux amené dans les scénarios et mieux Mhm. expliqué, parce que on est parti au départ des différences qu'il y avait Mhm. entre l'époque et maintenant, et je pense que à l'époque c'était un peu brut de décoffrage de ce point de vue-là, et que sans contextualisation, quoi. Ouais, ouais. Après, c'est un côté glauque. Enfin, moi, je trouve que cet aspect-là de Lovecraft, il ramène aussi. Pour moi, il colle aussi avec l'univers. Tu vois, ce côté glauque. Je suis d'accord avec toi. Hein, de sa part, c'est assez. Enfin, je pense que c'était fait sciemment de sa part. Après, comme dit Fabous, c'est pas pour autant que les joueurs sont pas capables d'avoir un second degré. Mais je pense que ce côté-là, il vient rajouter une couche de glauquerie à l'univers de Lovecraft. Et c'est de ce point de vue-là hein, que moi je trouve qu'on a glissé. Tu vois, c'est encore un petit truc qui fait que hop, on a un peu lissé le truc. On a un peu lissé le truc vers un truc plus conforme, Ouais, ouais, je suis plus tout à fait mainstream, d'accord. tu vois, qui va plaire à tes joueuses, si tu vois ce que je veux dire. Je Euh, vous et, suivrai pas là-dessus. Voilà, et ça me gêne un peu, moi, ça me gêne un peu ce côté-là. Moi, je vous suivrai pas là-dessus. Je pense qu'on peut tous s'autoriser dans une partie de jeu de rôle, et qu'en même temps, on doit pouvoir être, enfin aussi tenir compte faut pas qu'on soit non plus des vecteurs d'idéologie à notre insu, quoi. Ouais, je Donc, pense pas que ce je soit le pense que cas pour c'est. autant, enfin, tu vois. Je pense que justement, le rôliste, pour moi, il est suffisamment intelligent pour pas tomber non plus, pour pas tomber là-dedans, tu vois. Non, entre le MG et ses joueurs, oui, mais c'est ce que Yellow veut dire, je pense que c'est au niveau des gens qui créent les campagnes et écrivent les scénarios. Tu peux te permettre d'avoir un passage explicatif ou de recontextualisation par rapport à ça. Si c'est pas là, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Après, entre le MJ et tes joueurs, bah, entre Quand adultes, tu et tu joues fais ce que avec tu veux. quand tu joues avec des gens que tu connais, tu sais quel est leur second degré, etc. Mais comme aujourd'hui, c'est le cas de nous trois, on joue des fois en virtuel avec des gens qu'on ne connaît pas, euh, on peut prendre le risque, Ouais, ouais, au ouais. travers d'un truc qui est mal explicité au départ, que ça soit pris au premier degré. Moi, j'ai eu des personnages dans des scénarios que j'ai faits qui étaient des harceleurs par rapport à des femmes, ou qui étaient antisémites, etc. Mais ça rentrait dans l'histoire, enfin c'était au service de l'histoire, parce que c'était le personnage qui était comme ça. Mais après, faut que ça soit bien décodé quand même par, Ouais, ouais, euh, ouais, je suis d'accord. par ceux qui sont autour de la table. Si ils savent pas, enfin les gens qui ne se connaissent pas en tout cas, euh, c'est ça demande un peu de contexte. Ouais. Bah, de toute façon, moi je pense que ça reste un jeu entre guillemets dérangeant. Tu vois, Complètement, hein. je pense que le jour où l'appel, et moi c'est un peu ce qui m'a manqué avec la V6 V7, est moins dérangeant, il perd un peu son sel. Et du coup, c'est vrai que bon, moi c'est parce que aussi je suis clair avec moi-même là-dessus. Je sais très bien ce que je pense de tout ça, donc la question se pose même pas si tu veux. Et effectivement, quand on joue avec des joueurs qu'on ne connaît pas, on peut avoir des surprises. Mais je trouve dommage, je trouve dangereux. Je trouve dangereux. Bon, après, voilà, de toute façon, c'est un truc qu'on constate. C'est l'époque qui veut ça. Maintenant, il faut tout lisser, tout machin. Bon, bah allons-y. De toute façon, voilà, j'aurais préféré que ce soit d'être sûr que ce soit un choix des gens qui écrivent les campagnes. Tu vois, de nuancer. Ça me gêne si j'apprenais qu'en fait c'était une demande de l'éditeur de dire dis donc là il faut un peu faire attention à ton propos parce que on va vendre moins de bouquins ou parce que c'est pas tout à fait dans la bienséance actuelle et Non, mais je que pense que ça s'explique. Je crois que c'est dans un supplément de Crime que j'ai regardé, vu il y a pas longtemps, avec tout un passage qui se passe sur des Chinois à Paris, je crois, à l'époque, ça doit se passer dans les années 1900, 1910. Et et comme les auteurs sont assez intéressés aussi par le contexte historique, ils ont quand même expliqué au départ que bien sûr ils traitaient le sujet comme il était à l'époque, c'est-à-dire avec tous les a priori qu'à l'époque des Occidentaux pouvaient avoir sur des Chinois à Paris, mais qui n'en partageaient rien, mais que ça demande, enfin voilà, il y a un petit propos introductif pour expliquer ce qu'est ouais, le ouais, contexte de peut-être un mot l'époque, d'auteur effectivement pour un petit passage explicatif pour expliquer, bon, voilà ce qu'était la réalité historique
numérique de l'époque. Voilà comment du coup ça va se traduire dans les personnages et la façon dont l'histoire va se dérouler. Pour autant, voilà, ça veut pas dire que, en tant qu'auteur, on partage quoi que ce soit de tout ça, et ça veut pas dire que ça doit être interprété comme étant quelque chose dans lequel on doit se fondre, quoi. Enfin, et je pense que ça, c'est des trucs qui sont. Là, je l'ai vu dans Crime, mais je l'ai aussi vu dans des scénarios de l'appel de Cthulhu beaucoup plus récents, et, euh, et qui, à l'époque, n'existent pas. Quand c'est sorti dans les années 80-90, euh, les Masques de Natotep le premier volume New York est un peu saisissant de ce point de vue-là, hein. Mais si vous allez voir sur yoxotot.com, sur le forum américain de l'appel de Cthulhu, vous verrez que c'est une discussion qui dure depuis des années sur ce truc-là, et qu'il y en a même qui ont créé des adaptations de ces suppléments-là pour en modifier certains aspects. D'accord. Oui, alors après, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas, mais On se donne bonne conscience comme on peut. c'est ça, moi je trouve ça lisse Non, quand même, mais je pense que c'est un vrai sujet. Oui, enfin, Moi, quand je l'ai lu à l'époque, les Masques de Nyarlathotep, ça m'a gêné, j'ai trouvé ça un peu deg. non, bah, c'est pas moi, bien, parce que c'est bien, ça t'a permis la de voir que ça te gênait. Tu vois, la aussi, seule ça marche chose, aussi dans ce sens-là. Enfin, la seule chose qui est un peu étrange, comme tu dis, c'est que oui, à New York et où c'est en Angleterre, je me rappelle plus. Mais bon, d'accord, les cultes sont représentés par des étrangers, mais est-ce que pour autant on a ces préjugés racistes? Bon, pour moi, oui. Dans ceux-là, Que ouais. moi J'irai pas je dans tous les scénarios, mais dans ce début de la campagne, ouais. Mais on est un peu dans un autre débat, hein, mais que la question de départ, mais c'est. moi, si tu veux, ce que je trouve d'autant plus étrange par rapport au jeu lui-même, c'est qu'en fait, après, je suis d'accord avec toi, hein, Yellow, j'entends ce que tu dis. Ce qui me gêne, si tu veux, c'est que, ben, tout à fait comme toi, effectivement, quand tu le lis au départ, ça te permet de te situer, ça te fait un peu une piqûre de rappel et ça te permet toi-même de te situer pour savoir où tu en es sur ces questions-là. Et que le fait de présenter le truc idéal, de faire attention à ne pas heurter telle sensibilité, finalement sur l'ensemble des gens, bah, je suis pas sûr que ce soit pas contre-productif sur du long terme. Et deuxième chose, c'est que comme par hasard, c'est venu lisser dans le jeu après toute la cabale qu'il y a eu contre l'auteur lui-même. Parce qu'il faut pas oublier que si tu tapes Lovecraft sur Internet, tu vas tomber sur des articles type Lovecraft raciste, Lovecraft et l'horreur raciste, racisme et littérature, faut-il brûler Lovecraft, Lovecraft trop raciste pour avoir sa statuette, tu vois. Il y a Non, déjà eu tout ce procès-là. ça c'est assez récent. Yellow nous dit que sur Yogg-Sothoth, ils en parlent depuis plusieurs années. Donc j'ai l'impression que Ah, je croyais que tu disais que c'était sur les nouvelles versions de Yogg-Sothoth. non, je pense que ça correspond à l'ère du temps. C'est juste un peu ce que tu décris, la bien-pensance, etc. Les gens sont beaucoup plus sensibles à ces sujets-là en ce moment. Et puis voilà, donc, mais c'est bien qu'on y prête attention. Mais je pense qu'on peut peut-être fermer la parenthèse parce qu'on va pas faire tout le truc là-dessus. Parce que vous en pensez? Tout à fait. On peut, on peut aborder un autre sujet. Voilà, le Enchaînons, enchaînons. le point racisme, le point Godwin a été passé. Revenons au jeu de rôle. Yellow, tu voulais nous parler d'autre chose, hein. Je te rappelle que c'est toi qui mène un peu la barque sur ce podcast, hein. C'est toi qui Ah, est le vous grand êtes ancien. gentil, c'était pas fort. Je suis grand ancien à la maison. Alors tiens, bah moi je vais te Alors, relancer. Alors essayons. vas-y, je Si vais tu chercher devais une question. garder, une version des moutures de règles, bon même si tu nous as dit que t'étais pas fan des comparaisons, toi tu es resté de ce que j'ai compris sur la première version. Ou non, ou fais jouer la V7. Moi, je fais jouer la V7 et je me pose pas de questions Ok. Et quand il va y avoir métaphysiques, la suivante, et exact. Et puis quand d'un point de vue plutôt nostalgique, la première boîte de jeux des cartes, mais à titre personnel, là, mais pas pour jouer, hein. C'est daté ça. Ouais, d'accord. Ouais, c'est plus en collectionneur. Enfin, Voilà.
D'accord. Et si tu devais garder une campagne, toi qui en a fait jouer beaucoup? Euh, les Fungi Diogoth devenu le jour de la bête, pour moi, est vraiment D'accord. une des une de celles qui a le plus de potentiel pour. Il y a une réécriture, non? Le jour de la bête, où ils se sont contentés de Il y a eu une compiler. extension. Ah non, non, il y a une extension en fait de scénarios qui ont été ajoutés d'abord par Kesserber, puis par, je crois, la boîte de jeux allemande là, je sais plus comment il s'appelle, Pegasus, non, qui a rajouté aussi de son côté des scénarios. Il me semble que c'est ça, qui au final fait que, un peu comme Terror sur Orient Express, au début, la première version, il y a 5 ou 6 chapitres qui sont alignés, et puis progressivement, des chapitres ont été ajoutés au D'accord. fil des suppléments, et après on a ajouté un supplément Gaslight, et puis un supplément dans le monde des rêves, et puis un autre supplément qui est sorti, qui se passe à l'époque de la Révolution française, avec des personnages qui sont issus du... Voilà, donc après on navigue dans le temps, on rajoute des suppléments autour de la campagne de départ. Et la campagne des Fungi Diogoth a été enrichie de plusieurs chapitres après. La première version avait 8 chapitres, je crois, et après d'autres chapitres ont été ajoutés au fil du temps, et je crois que ça continue, il y a encore d'autres qui ont été écrits il n'y a pas longtemps. Donc, les masques de Nyarlathotep suivent le même chemin, parce qu'on vient de rajouter Chaosium a rajouté un chapitre d'introduction au Pérou qui n'existait pas au début. Alors D'accord. justement, excuse-moi, les Fungi Diogoth, la campagne, moi j'en avais lu, j'avais hésité à la faire jouer parce que justement j'avais lu que ça faisait un peu, justement on essaye de caser des monstres du bestiaire un peu partout sans forcément respecter de cohérence. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et si laquelle apparemment, puisqu'il y a plusieurs versions, laquelle est-ce que tu conseilles? Euh, je, je pense que celle avec il y avait trois quatre chapitres qui avaient été édités en plus, qui était la version, en fait, un peu celle sur laquelle s'est appuyé sans détour, est pas mal. Mais je trouve qu'ils ont un peu perdu. Enfin, je suis un peu mal à l'aise parce que moi j'ai eu ma vision très subjective de tout ça, vu que je l'ai fait jouer. Ouais, Moi j'adapte beaucoup. Donc, je suis pas si je trouve qu'il y a trop de monstres et trop de mythes à un moment donné dans un scénario, j'ai lag. tu vas corriger, ouais, ouais. J'ai lag, j'en enlève beaucoup pour garder l'intrigue qui est intéressante Mm. et les personnages intéressants en essayant de les renforcer. Donc je retravaille certains aspects et j'ai lag de l'autre. Après, il y en a qui aiment bien avoir des scénarios clés en main, et là c'est différent. Et du D'accord, coup, donc la première mouture te satisfait complètement. Moi je trouve que la première mouture, elle est jouable comme ça. Mm. d'accord. Elle permet d'avoir une campagne assez soutenue, et où on voyage pas mal. D'accord, ok. Ouais, parce qu'elle fait quoi? Elle fait les deux tiers à peu près des masques en longueur? Ah ouais, ouais, elle est Elle est beaucoup plus beaucoup raccourcie, lumineuse. hein. Ouais. Ouais. Parce que ça reste, je trouve, le souci quand même avec ces campagnes de longue haleine. Surtout si tu fais jouer en virtuel où les séances sont très courtes. C'est que si tu te lances dans les masques, là tu me dis qu'ils ont rajouté un chapitre. C'est déjà en jouant une fois par semaine 3 heures, c'est déjà l'affaire d'un an, un an et demi. Si t'as des joueurs qui font un peu de roleplay, tu vas voir plus quoi. Donc Il y si avait déjà eu un premier ajout avec le supplément australien qui n'était pas dans la boîte de base, ouais, Ouais. exact. qui a été rajouté. Ça s'est passé dans les années 90, je crois. Et là, de nouveau, un nouveau supplément au Pérou qui se passe avant le chapitre à New York. Et où justement ça permet de faire la connaissance avec le journaliste qui est un peu à l'origine de l'histoire, quoi. D'accord. Et je D'accord, donc ils dévoile ont pas, réussi vraiment à intégrer ça dans l'intrigue, ça choque pas quoi. ça devient un préquel de la D'accord. campagne. Bon, bah il faut espérer peut-être que le nouvel éditeur il bascule aussi sur des campagnes un peu plus courtes. Peut-être que ça va être le choix qui va être fait par Edge, parce qu'à Je mon crois avis, ils vont sortir.
une édition Pulp aussi, et qui vont traduire le serpent à deux têtes assez D'accord. rapidement. C'est ce qui a été annoncé. D'accord. Bah, apparemment, c'est la direction que prennent beaucoup d'éditeurs, même en dehors de l'appel, hein. Je crois que c'est Paizo aussi qui renonce un peu à ses campagnes, à ses AP, là, ce qu'ils appellent les Adventure Path, là, qui durent des mois et des mois à faire jouer et qui veulent faire quelque chose de plus ramassé. Depuis qu'ils ont sorti Starfinder, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des campagnes qui, au lieu d'être en 6 livrets, je crois qu'elles étaient en 4, je crois, un truc comme ça, et que finalement ça correspond plus peut-être en termes de jouabilité à ce que peut faire jouer un maître de jeu, parce que là, le souci qu'on commence à avoir en tant que rôliste, c'est que bah, moi je regarde mon étagère là, et puis là j'ai de quoi jouer 4 vies, voire 5 vies, quoi. Après un moment, il faudrait pouvoir faire que ça de 8 heures du matin à 2 heures du matin et jouer tous les jours pour arriver à jouer tout ce qui sort, quoi. Et puis c'est vrai que, enfin, moi ce que j'ai, par rapport aux longues campagnes, c'est vrai que moi je commence à en revenir un petit peu aussi parce que, bah, comme tu dis, je joue en virtuel et c'est vrai que le sentiment d'accomplissement, enfin de conclusion, quand c'est plus d'un an, je trouve que ça, malgré qu'il y ait des satisfactions intermédiaires, je trouve que je sens que mes joueurs ont envie que ça finisse. C'est des petites allusions, tu sais, des petites remarques, des choses comme ça, alors qu'il nous reste encore 3 scénarios. Je parle du serpent à deux têtes. C'est vrai que je vais essayer de m'orienter sur des campagnes un peu plus courtes. Euh, D'ailleurs, Yellow, je voulais te demander, est-ce que tu as entendu parler d'un supplément qui s'appelle, alors, je crois que c'est qu'en anglais, mais A Resection of Time. Non. Ça me dit quelque chose, ce nom, ouais. Et ça a été publié dans les années fin 90, je sais plus, un vieux truc. C'est une petite campagne, c'est un supplément de 60 pages, une campagne de 60 pages. Et j'étais en train de me tâter pour voir si j'allais la jouer ou pas, donc au cas où tu l'avais fait jouer. Apparemment non. Non. Mais ça m'attire un peu plus parce que je pense que c'est quelque chose que tu peux jouer en 3 ou 4 mois, à raison d'une Ah, session pas par mal ça. semaine. Et ça me paraît être une bonne durée. Ah bah écoute, à l'occasion, si tu arrives à mettre la main dessus, ça pourrait être une idée de podcast. Alors bah si on devait essayer de conclure un peu le podcast d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué que vous souhaiteriez éventuellement aborder très rapidement pour conclure? Ah, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que en gros, en termes de corpus de règles, les éditions se valent un peu. Après, Moi, je effectivement, dirais que ça s'est bonifié au fil du temps, même. voilà, voire une certaine bonification. Après, en termes de campagne, Yellow, ce que tu nous as fait remarquer, à savoir que bah, enfin, ça s'écrit plus comme avant. Euh, Ça s'écrit plus comme avant, et il faut quand même aller chercher les pépites qu'il y a dans ces vieilles éditions. c'est ça. Il y a dans chacun des suppléments, il y a des fois vraiment des bons scénarios qui existent. Je pense en particulier à tous les scénarios dans le monde de Lovecraft, Arkham, Dodge Witch, Kingsport et Innsmouth. C'est Hmm. vraiment très très bien fait. D'accord. Alors, Donc pour on pourrait toi, mettre une liste. ces suppléments, ils sont supérieurs. C'est ce que tu nous disais aussi, hein. Donc Terreur sur Arkham. Enfin bon, j'ai plus les titres exacts en tête, Ah non, non, mais pas Terreur sur Arkham, c'en est un autre, attention, faut être précis. ah, C'est alors les Ark Les mystères portraits. les d'Arkham. Ouais, les mystères portraits. d'Arkham, pour toi, ils Voilà. sont supérieurs au scénario, au tome correspondant dans la V6. Je crois que ils ont commis l'erreur d'un peu les éclater, de D'accord. mémoire. Ok. Ouais, ouais, alors Ok. que là, il y a une sorte de pack avec les 4 et même 5. Je crois qu'il y avait eu Conte de la Vallée de Miskatonic qui était sorti après, et qui permettent d'avoir en gros Un bac à sable. un,
un bac à sable dans lequel on peut piocher et un univers un peu délimité. C'est un peu comme avoir la Terre du Milieu pour Tolkien, quoi. Là, on a le monde de Lovecraft et toutes les zones un peu paumées et glauques de la campagne du Massachusetts ou du Vermont qui sont décrites avec plein de personnages secondaires qu'on peut aller piocher, dans lesquels on peut naviguer, et des scénarios qui sont plutôt bons en général. D'accord. Donc en fait, voilà, hein, je pense que ça peut faire une bonne trame de conclusion. Côté règles, plutôt aller chercher la dernière version parce qu'effectivement, il y aura peut-être des nouvelles mécaniques, des choses qui auront été huilées, etc. Et on restera quand même, je pense, autour du basique, à moins que Edge nous fasse une grosse surprise, mais ça, je pense pas. D'après ce que tu disais, ça va être plutôt la V7. Ils vont s'inspirer de la V7 américaine, qui elle-même s'inspire de la V7 française. Et par contre, en termes de scénario, ne pas hésiter à aller piocher les fameux suppléments Descartes donc en français, où là, comme tu le disais, il y a des pépites à aller chercher. Bien, messieurs, est-ce que vous avez un petit mot à ajouter? Non, non, c'est très bien. Eh ben, on va Merci conclure à toi, là-dessus. Tarabor. Ben, merci à toi, Yellow, d'être venu Ouais, merci. faire office de grand ancien. Merci à toi, Fabou, également. Et puis, eh bien, on se donne rendez-vous dans un prochain numéro du podcast des choses sur le seuil. À la prochaine. Salut.